Nous avons donc un système de haute pression qui arrive du Midwest et qui s'intensifie, tandis que l'ouragan, qui est un système de basse pression, arrive de l'Atlantique. Et devinez où et quand ils se sont rencontrés. Le matin du 11 septembre à 10 heures, ils étaient superposés dans cette zone. Deux systèmes rotatifs. L'humidité baisse également de façon intéressante. Mais regardons les informations du magnétomètre. Il s'agit du champ magnétique terrestre à partir du sol, non pas à partir d'un satellite, mais à partir du sol. En Alaska, il y a 6 mesures différentes. Chaque événement du 11 septembre est représenté par une barre verticale. Une chose à propos des preuves, c'est qu'elles sont là. C'est la vérité. La preuve est toujours la vérité. C'est dans les hypothèses que l'on s'égare. Il était une fois 2 bâtiments. 2 tours qui ont disparu, ainsi qu'une 3e et une 4e tour. C'est tout ce qui restait. Ça représente juste le coin jaune de ce bâtiment. C'est tout ce qu'il reste. Voici ce qu'il y avait avant. Et ce petit coin est tout ce qui restait. C'est l'aube d'une nouvelle ère. Il existe une technologie qui peut faire disparaître un bâtiment de cette taille et qui a la capacité de diriger l'énergie de manière à perturber les liens moléculaires. C'est aussi de l'énergie directe, par opposition à l'énergie cinétique. Une boule de démolition, ou un missile, ou quelque chose de solide. Nous allons passer en revue les données et voir que vous pouvez éliminer tous les types d'armes à énergie cinétique. Nous savons que cette technologie existe. Le monde entier l'a vue, même si on lui a dit qu'il avait vu autre chose. Il a vu ce qui s'est passé. Et c'est effectivement une technologie qui peut être utilisée pour de l'énergie libre. Elle n'a pas à être utilisée à des fins néfastes. Encore une fois, c'est tout ce qu'il restait, un étage ou 2. Et croyez-vous que 14 personnes ont survécu là-dedans? Nous allons donc apprendre que les tours n'ont pas brûlé et ne se sont pas écrasées au sol, mais se sont transformées en poussière en plein vol. Ce n'est pas un effondrement, c'est de la poussière qui jaillit. Comment si peu de gens ont-ils vu cela? Peut-être parce qu'on leur a dit de voir un effondrement. Il y a 3 choses principales qui empêchent les gens de voir ce qui se passe. La capacité à résoudre les problèmes, la pensée de groupe ou la pression de ses semblables, et le fait qu'ils sont terrifiés par les implications. Nous allons nous concentrer sur l'aspect résolution des problèmes. Si je vous dis que la réponse est 27, j'ai raison? Eh bien, quelle est la question? Quel est le problème à résoudre? Si vous ne connaissez pas le problème, comment savoir si la réponse est bonne ou mauvaise? Il faut d'abord définir un problème avant de pouvoir le résoudre. On peut parler d'erreur de syntaxe, parce que l'ordre est important. Comme en mathématiques, si vous additionnez d'abord ces nombres ou si vous les multipliez, vous obtiendrez une réponse différente en fonction de la façon dont vous les regroupez. C'est la même chose avec la résolution des crimes, avec la résolution des problèmes. L'ordre est important. Si vous commencez par une théorie, nous avons de la thermite ou des bombes, ou des avions, ou n'importe quelle autre théorie. On fait notre choix dans cette liste de choses, puis on fait du cherry picking. Et nous cherchons les données qui vont étayer notre théorie.
En fait, on a déterminé le problème. Mais que se passe-t-il si quelque chose d'autre n'a pas été pris en compte? On n'obtiendra jamais la bonne réponse. Et c'est en fait l'un des éléments clés d'une dissimulation. Les gens se disputent sur des suppositions, des hypothèses sur la nature du problème, et ils ne se penchent jamais sur le problème. Si vous n'examinez pas le problème, vous ne pouvez pas le résoudre. Utiliser une théorie pour déterminer ce qui s'est passé n'est donc pas la bonne direction. Il faut partir de ce qui s'est passé, collecter des données, et les données nous disent toujours ce qui s'est passé. Et à partir de là, on détermine comment cela s'est passé. Mais ce n'est qu'après avoir établi ce qui s'est passé que vous pouvez déterminer comment cela s'est produit. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas déterminer comment ça s'est passé. Par exemple, regardez ces poutres qui tombent avec de la poussière derrière elles, de la poussière opaque. Imaginons que vous êtes l'une de ces poutres. Vous vous recouvrez donc de poussière et sautez du haut de l'immeuble. Depuis le sol, quelqu'un peut-il voir la poussière qui s'échappe de vous? Non. Vous avez besoin de plus de poussière. D'accord, disons que vous vous chargez les bras de farine et que vous l'éjectez pendant que vous tombez. Pouvez-vous imiter ça? Non, c'est de la poussière opaque. À l'origine, elle occultait toute la lumière du soleil. Lorsque vous étiez en plein soleil, il faisait nuit noire. C'est une poussière très dense. Vous vous rendez compte que ces morceaux de matière se transforment en poussière ou en écume au fur et à mesure de leur chute, et ils n'ont pas touché le sol. Mais si vous ne saviez pas qu'ils se sont transformés en poussière, et que vous partiez d'une hypothèse, vous n'obtiendriez pas la bonne réponse. Car connaissez-vous quelque chose qui pourrait transformer un bâtiment en poussière en plein vol? Quelque chose l'a transformé en poussière en plein vol. Il est donc important de déterminer d'abord ce qui s'est passé. Ensuite, comment cela s'est produit. Et ensuite seulement, qui l'a fait et pourquoi il l'a fait. Mais encore une fois, nous allons juste nous